est parmi nous. Bonjour Jaoudet. Bonjour. Et Samira Hadjamar également est parmi Bonjour, nous Amel. Bonjour, pour nous présenter sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera donc d'une météorite féreuse de la région de Tamantit. Bien sûr, on a déjà commencé le débat, juste il y a un moment, avec Jaoudet qui lui aussi nous donnera quelques actualités toutes fraîches, actualités culturelles toutes fraîches, donc de la semaine, n'est-ce pas? Et puis on aura aussi à parler science avec bien entendu des chercheurs qui viendront nous parler de la 14e édition donc d'un congrès, 14e congrès arabe de la protection des végétaux. C'est important, l'agriculture doit être en bonne santé pour la sécurité alimentaire de toute une planète, en particulier ici en Algérie. Donc un congrès arabe avec des participants qui sont venus de partout et même des experts internationaux aussi venus dans le cadre de cette rencontre scientifique. On en saura plus tout à l'heure avec deux intervenants qui seront sur notre plateau pour nous donner quelques détails. Nous aurons également à parler encore une fois science avec une campagne donc, initiée par l'ACEPA, l'association donc, des jeunes pharmaciens d'Alger. Ils viendront nous parler donc d'une campagne de sensibilisation au dépistage du diabète, sur le diabète. Elle sera initiée donc, du 13 au 15 donc, de ce mois. Un autre rendez-vous à ne pas rater, celui donc du 14 novembre, nous avions commencé à en parler hier, c'est le semi-marathon d'Alger. Ça va se dérouler le 14 et nous aurons le porte-parole donc de Algiers International Half Marathon qui sera sur notre plateau. On parle aussi beaucoup de santé en ce moment, un livre qui va aussi aider celui qui est en malade, on en parle aussi. Morad Ait Ahmed, rappelez-vous, nous le recevions assez souvent quand il s'agissait de parler donc, de Miss Kabylie. C'était l'organisateur de Miss Kabylie, tout un travail autour de cela. Eh bien, en ce moment, il est malade et il a fait un AVC. On parle justement d'AVC aujourd'hui pour sensibiliser autour donc, de cette pathologie, mais aussi c'est un livre d'humanité, de solidarité. Beaucoup de personnes qui le connaissaient, des médecins qui ont voulu justement raconter qu'est-ce que l'AVC, beaucoup donc de poètes aussi qui ont voulu joindre cette action à travers la poésie, des mots pour essayer d'apaiser surtout ce mal et de l'aider à guérir. En tout cas, il nous regarde, on le salue, on en parlera tout à l'heure avec l'éditeur et surtout son ami qui a décidé donc de joindre donc, la parole à l'acte et pour réunir toutes ces belles paroles à travers un livre. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et puis, on va commencer tout de suite avec un premier reportage pour nous mettre dans l'ambiance des activités culturelles. C'est un reportage signé Nawal Bendilali. Elle a fait un tour à Alger, au niveau donc, du centre Mustafa Kateb. Regardez, c'est une belle exposition d'artisanat. Dans l'effervescence culturelle, l'exposition au centre culturel Kateb Yassine se dresse comme une pause contemplative, une invitation à renouer avec la matérialité et la patience du geste. أنا suis artisan في لافانري artisan مصطفى أوباح في لافانري بون لافانري كما نقولوا حنا هذه الدوم كما يقولوا بالعربية ويقولوا لها سوق الميطو لافانري هذه كل واحد واش عنده لي زيدي تاعو تقدري تخدمي بها كما نقولوا العجب يخدمون بها القفاف الطبوقة لي صاك بورتموني لي بيست هكذا لي فيوز. Loin du tumultude des galeries d'art contemporaines, cette exposition propose un autre récit, celui des mains dialoguant avec la matière. Vous avez des huiles essentielles, vous avez des eaux florales, vous avez un peu de tout, vous avez l'eau de fleur d'oranger, vous avez l'eau de rose, vous avez l'eau de géranium, vous avez l'eau de lavande, l'eau de myrte, vous avez une anti-moustique bio, très bénéfique pour l'être humain, c'est très bénéfique. C'est le retour à la nature. Par exemple, c'est la présence de toutes les molécules dans une plante. Pour guérir un cas, il faut la présence de toutes les molécules. C'est miraculeux. J'ai fait plusieurs expositions, ça fait 10 ans d'exposition. J'ai fait des expositions un peu partout. Cette vitrine des savoir-faire traditionnels constitue un refuge nostalgique et un conservatoire d'objets affirmant avec force la vitalité créatrice du patrimoine. Ça fait un mois que je suis là et je parcours le nord avec ma femme donc pour découvrir le pays. Et voilà, c'est un plaisir de découvrir cette culture et cette région.
Je découvre plein de choses, vraiment plein de choses, aussi bien culturellement que les paysages. Donc c'est très riche, le pays est riche en histoire. Le résultat est là et on voit qu'il y a des belles productions et fait avec soin. Donc je pense, un beau patrimoine que le pays a. Ainsi, cette exposition se révèle être bien plus qu'un simple musée éphémère. Elle est un espace de convergence où le passé n'est pas une réplique, mais une source. De retour sur le plateau, en tout cas c'est une belle exposition à visiter absolument, n'est-ce pas? Il est tellement beau le centre Mostafa Kateb. Oui, bien sûr. Et puis Semira, elle en parlait juste il y a un moment, et elle parlait donc de l'accueil donc de centre culturel Mostafa Kateb, où quelquefois il y a aussi des artistes qui exposent. Je ne fais pas de transition, c'est juste pour dire que c'est le tour de Djaoudet. C'est vraiment beaucoup d'artisanat. Mostafa Kateb, ils sont consacrés à l'art. Toute l'année, hein, il y en a. Voilà, toute l'année. Donc voilà. Nous, on va un peu parler de livres pour commencer, mais le livre qui voyage. Une belle actualité. Voilà, une belle actualité donc autour du livre. Le livre voyage, donc l'initiative, je pense qu'elle doit être héritée de ce salon du livre, qui a regroupé près de 5,6 millions de spectateurs, de lecteurs, de visiteurs. Donc, le livre Voyage, donc c'est une initiative du ministère de la Culture et donc de Madame Malika Bendouda qui a procédé à l'ouverture officielle le samedi d'une initiative qui intègre le livre au sein du métro d'Alger, du tramway, pardon, avec la CETRAM, donc l'entreprise qui s'occupe du métro, du tramway d'Alger. Et donc, voilà, ils vont mettre à disposition des livres sur les rames, et en même temps, dans les rames, et en même temps, il y a des QR codes dans lesquels on peut accéder à beaucoup d'ouvrages de la Bibliothèque nationale du livre, donc d'Alger. Donc, vous pouvez, avec un QR code, vous scannez, vous accédez à une masse de, je pense, il y a à peu près plus de 10 000 livres qui sont disponibles sur cette... C'est-à-dire, on les lit sur place. On les lit sur place. Lire online. Voilà. Et ça occupe les voyageurs durant le trajet. Cette initiative a été déjà faite il y a plus d'une semaine à Oran déjà, sur le tramway d'Oran, ça a été déjà fait. Voilà, donc c'est une très bonne initiative pour promouvoir le livre et le mettre vraiment à la disposition de beaucoup de gens, quoi, parce que le tramway est vraiment en magazine, c'est-à-dire transporte beaucoup de gens, donc sur des longues distances, donc, il y a un flux important de personnes. Voilà. Oui. Donc, on reste dans le livre. On reste dans le livre et on se dirige un peu vers la foire d'Alger où le SILA a fait le plein. Il a fait le plein, donc il a été clôturé depuis quelque temps avec pas moins de... Samedi dernier, 140 000 titres exposés, c'est quand même pas mal pour avoir une idée un peu de ce qui se fait sur le livre. 565 stands, 530 activités culturelles, participation de 1258 exposants venus de 49 pays. Donc, avec aussi beaucoup de choses nouvelles, on a honoré des gens qui ont travaillé, c'est-à-dire pour la culture. La cérémonie donc, les cérémonies, ils ont eu d'ailleurs des médailles d'honneur et aussi une somme d'argent, ce qui est quand même c'est ça les hommages. Bien, ça fait plaisir. Et donc, voilà, il y a eu des hommages à Christian Achour, Hamid Bourayoum, Khlouf Amer, Nadia Nouassar, beaucoup de personnes, Christiane Chollet, et tout ça. Toutes ces personnes qui ont donné. Avec d'autres aussi, il y a eu le prix du jeune lecteur et le prix du premier livre qui a été alloué, donc ça c'était bien. Il y a eu aussi les stands, le meilleur stand, le stand du beau livre qui était nouveau initié par le ministère de la Culture avec l'aide de la Bibliothèque nationale. Donc toutes ces choses-là ont donné vraiment beaucoup. Les débats aussi étaient hyper intéressants. Et à la présence, vous avez dit que la semaine, des colloques, il y a eu beaucoup de... Il y a eu l'espace des conteurs. L'espace des conteurs, l'Esprit Panaf, tous les grands éditeurs étaient présents, avec aussi la participation du Parlement algérien, du ministère des Affaires religieuses et des Waqf,
il y a eu le Haut Conseil de la langue arabe. Le Haut Conseil de la langue arabe. Il y a eu vraiment, c'est-à-dire que cette année, il y a eu une Et puis la Mauritanie massive. L'invité d'honneur, c'était bien sûr la Mauritanie. Et ses poètes. Et ces poètes très colorés, vraiment une ambiance bon enfant, très très bienveillante, très baignée dans l'échange et l'affection. Donc c'était très vraiment très intéressant. Plus de l'année faite, il y avait 4,4 millions de visiteurs. Là, on est sur 5,6 millions, quasiment 6 millions. C'est exponentiel cette. On n'oublie pas le parascolaire aussi, qui est le livre scientifique. Le livre scientifique, parascolaire, aussi le livre historique qui était vraiment. Je pense que chaque année, le livre historique et le livre scientifique sont vraiment les têtes d'affiche, enfin les produits vraiment les plus recherchés. Les meilleures ventes. Et les meilleures ventes aussi, ventes dédicaces. Les grands auteurs ont tous fait des ventes dédicaces. Même l'art qui n'a pas nécessairement produit deux choses, mais qui a regroupé tous les écrivains qui ont dédicacé déjà au cours de l'année. Donc, ils ont fait des événements dans leur stand. Avec, bien sûr, les lecteurs, les auteurs. Voilà, donc c'est émouvant de voir maintenant les lecteurs faire des selfies avec les écrivains, les auteurs. Il y a une émulation sur le livre qui est assez intéressante à apercevoir. Tout à fait. Cette fois-ci, on va aller à Constantine. On va aller à Constantine et avec 300 millions de dinars à la clé. Mais bon, pour une bonne cause, avec un lycée. Pour le lycée, le niveau artistique, lycée artistique qui va voir le jour de pas très longtemps à l'ancien siège du collège des frères Beskri. C'est à Bab el-Qantara à Constantine. Donc, la ville de Constantine a alloué une somme. À terme, normalement, en principe, les lycées artistiques régionaux seront théoriquement au nombre de 58, mais là, à moyen terme, on dit que c'est à peu près 28 qui vont être faits petit à petit parce qu'il faut des équipements spéciaux, d'un programme et des choses, mais ça commence à se faire. Donc, on avait le lycée déjà à Limachi. À Alger et après, donc, et voilà. Donc, ce lycée, on fait du cinéma, du théâtre, des arts plastiques, tout ça qui seront après, ils seront dirigés soit à l'université pour ses spécialités, ou alors à l'école supérieure des beaux-arts, à l'ISMAS, ou à l'Institut du cinéma, ou même à l'INSM, à l'Institut de la musique. Donc voilà, ça fera, voilà. Donc l'enseignement artistique commence à prendre son envol et c'est un excellent exemple. Donc il y a aussi une initiative de l'IBBY, c'est l'Union internationale pour les livres de jeunesse, qui rappelle, qui essaye d'accompagner les enfants de Gaza à la lecture, et qui déplore encore qu'il y ait des disparitions d'enfants brutales, c'est-à-dire qu'on continue à bombarder des enfants et tout à Gaza. Et cette institution internationale donne des chiffres hallucinants sur combien d'enfants sont morts à Gaza. D'ailleurs, sous le titre, ils aimaient lire. Ils aimaient lire, ils aimaient lire. Et donc, il y a vraiment un souci maintenant de remettre la vie à Gaza, à Beit Hanoun, dans tous les villages, un peu les quartiers périphériques de Rafah et de Gaza en général. Donc ils essaient vraiment, parce que les infrastructures sont détruites, on peut plus, il n'y a plus d'endroits pour lire et Dieu sait que la lecture est importante pour les enfants de Gaza parce que c'est un espace un échappatoire, d'échange de culture. Les infrastructures scolaires sont vraiment détruites quasiment à 100%. Donc c'est très difficile. Et donc la lecture était un espace alternatif parce que donc cette institution fait tout son possible pour rassembler un peu tous ces enfants qui ont survécu à ces massacres en masse. C'est d'une résilience. C'est cela. Voilà, donc la force et la résilience. Les choses s'organisent malgré tout. Voilà, les choses donc s'organisent malgré tout et on essaie vraiment d'alimenter justement
ce besoin de culture du mieux qu'ils peuvent. Alors, il y a une autre initiative aussi autour Oui, de il y a la bibliothèque universitaire. le lancement de la bibliothèque universitaire numérique en Algérie, donc la même chose, un QR code et tout, et vous avez accès, mais là c'est vraiment la bibliothèque universitaire, ça vous donne accès aussi à la bibliothèque nationale, et vous avez 110 000 titres disponibles. Monsieur Kamal Dari avait inauguré ça pendant notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont inauguré ça sur un colloque qui parlait de la rentrée universitaire et un peu de toutes les nouvelles perspectives. Il y a beaucoup d'argent qui sera mis sur la recherche et ça a été déjà alloué. C'est-à-dire ça commence à venir. Donc l'accessibilité pour les jeunes entrepreneurs, tout ce qui est incubateur, tout ça, il y a aujourd'hui des financements. Il a entériné ça, le ministre de l'enseignement supérieur. Donc on commence à rentrer dans la recherche et dans la création de nouvelles initiatives venues de l'université, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc aussi on va faire un petit tour cultuel cette fois-ci. Cultuel, voilà. Ouais. Avec la réouverture de la mosquée historique Jama' Safir, construite, je le rappelle, en 1534, donc avec un aménagement formidable et un lieu magnifique. Et aussi très porteur, le Jama' Safir est vraiment une des mosquées les plus anciennes, qui suit tout un procédé, enfin une série de rénovations et de restaurations. Je noterai d'ailleurs aussi la restauration, parce que quand vous entrez Jama' Safir, il y a une restauration et il y a sur certains points une rénovation qui ne touche pas à la structure même. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez comment la mosquée a vécu à l'époque et comment elle a été restaurée et non pas rénovée, c'est-à-dire dans toutes les choses, où vous avez même par exemple le respect de cette restauration. Avec des techniques très très élaborées. Donc il y a encore cette volonté. Je rappelle aussi que la Casbah, qui est classée site universel de l'UNESCO depuis 1992, poursuit la restauration. Beaucoup de gens croient qu'elle poursuit et chaque 2 ans à peu près, il y a des inspections de l'UNESCO. Donc les gens, ils font le rapport. Et donc cette Casbah que l'on adore tant est restaurée et elle poursuit doucement Sinon, on risque de perdre notre classe. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous allez à la mosquée El Brani, vous allez voir les restaurations, c'est hallucinant, c'est magnifique parce que c'est beaucoup de design très moderne sur les choses et puis après des structures où vous voyez comment étaient faites avant le... Oui, très bien. On va juste terminer avec le sport. Après, on va terminer avec sport et culture. Oui, ne soyez pas étonnés, ma chère Samira. C'est un sportif, le grand trek de Kabylie. J'ai laissé une demi-main et un genou, mais c'est pas grave. Mais tout va bien. Avec le sourire et mes 30 km quand même accomplis. Le grand trek de Kabylie, dont c'était la 8e édition, c'est tout simplement... Magnifique. Je reviens sur le mot, parce que je ne sais pas, à peu près 150 participants ou 200, parce qu'il y a une jauge, il y avait une limite à 4h30 du matin sur des villages en Kabylie, et 8 ou 9 étapes entre Tiroudad à 1750 mètres d'altitude, Azki, Col de Sheria, Anza et Rila Ferdes, c'est-à-dire 70 km d'une boucle, et ce n'était pas un parcours simple pour arriver jusqu'à l'Akfadou. Ce n'est pas une compétition, chacun marchait à son rythme. Donc on remercie vraiment Smaïl Abbas, l'organisateur, Saïd Ajdou, tous ces guides, tous ces médecins. Peut-être nous dire, tu es arrivé combien au classement? Il n'y avait pas de classement. Ils ont donné des médailles à tout le monde, à ceux qui étaient arrivés en première étape. Et donc, c'est vraiment de la bienveillance, de l'humanité, de la générosité, énormément d'humour. C'est une personne âgée de Talaguilef qui a eu la première place. Par modestie, je vous jure, ils n'ont pas voulu nous donner le nom ni les trucs, parce que c'est quelque chose de convivial et j'invite vraiment tout le monde à le faire
il y avait des diabétiques, des hypertendus, des gens, des femmes en fait, c'est de la marche rapide. C'est de la marche rapide, de la marche nordique. Donc, vraiment, le grand trek de... Il faut faire attention au vent, parce que c'est le vent qui Il y a de belles photos aussi, les médailles. Voilà, donc là, on a donné des médailles à tous les gens avec des diplômes. Voilà, donc tout le monde a été honoré. Et c'était vraiment formidable, c'est à refaire. Voilà. Merci Daoudet. La prochaine fois, c'est nous. On va aller regarder cette fois-ci les météorites. Oui. Ferreuses, on va s'intéresser à ça. La tête dans le ciel. La tête dans le ciel. Il y a les étoiles. Avec Samira Hadjamar. Et bien sûr, Écume et patrimoine tout de suite. De retour sur le plateau, Samira, vous allez donc nous parler des météorites ferreuses. C'est cela, à Tamantit. À Tamantit, dans la wilaya de Adrar. Oui. Je connais la poterie de Tamantit, oui, qui est une poterie typique de la région. Poterie noire. Peut-être que c'est une poterie extraterrestre, on ne sait pas, puisque la terre là-bas reçoit énormément de la terre, enfin la région. Comme toutes les régions d'Algérie qui sont désertiques, qui sont, on va dire, qui sont restées pratiquement à 100%, il faut le signaler ça, authentiques. Ça veut dire que les choses n'ont pas bougé peut-être depuis des milliers d'années. Donc ça, on peut le trouver sur les kilomètres d'étendue où il n'y a pas d'habitation, ou très peu, ou souvent des rsr et des oasis. Il y a des chasseurs de météorites. Il y a beaucoup de chasseurs. Très, très cher. Ça coûte plus cher que l'or. Voilà, on voit les images. Alors ça, c'est le montage vidéo que j'ai fait. Ça, c'est la météorite qui est tombée à Tamantit, dans la région de Noum Ennes. Donc c'est un rsr qui est entre Titaf et Tamantit, on va dire, le cœur de Tamantit. Voilà, donc au XIIIe ou XIVe siècle, ils n'ont pas de certitude. Une météorite est tombée. Elle est tombée et quand elle est tombée du ciel, les habitants de l'oasis du Rsr ont imaginé que c'était quelque chose qui venait, quelque chose de sacré, quelque chose de... Ils l'ont gardé au cœur du Rsr et on va dire entre guillemets, parce qu'ils étaient musulmans, ils l'ont vénéré. Ils lui ont donné un pouvoir que cette pierre n'a pas, en fait. Ou peut-être qu'elle l'a. Elle l'a en tout cas dans l'imaginaire de ses habitants et de tous ceux qui convoitent ce genre de trésor. Pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle a été estimée à entre 500 et 520, peut-être plus, kilos. Donc elle est gigantesque. On peut l'imaginer encore plus grosse, puisque avant de devenir une météorite, je vais réussir à le prononcer. Elle se désagrège, c'était le mot que je cherchais. Non, oui, voilà, elle se dégrade. En tout cas, il y a une recristallisation, parce qu'il y a 100 km d'atmosphère autour de la Terre. Et la elle est en feu, les gaz, exactement, fait qu'elle elle se désintègre un peu, ou du moins elle se casse. Voilà. Quand elle est arrivée à Noumenes, elle pesait 520 kilos à peu près. Voilà. Donc, avant de devenir une météorite, c'était une je vais réussir à le dire, météorite. Météorite, c'est cela? Non, voilà, exactement. Voilà. En tout cas, j'ai dû le mentionner dans le montage vidéo. Oui. Donc, quand elle est tombée, bien sûr, les gens l'ont installée au cœur du Rsr. Les femmes venaient s'asseoir dessus en pensant que elle pouvait espérer la fertilité, voilà, avoir des enfants. Une autre légende raconte, elle est reprise jusqu'à aujourd'hui, cette légende, que vu qu'il y avait, on va dire, des razzias, des disputes entre les tribus, et Dieu a envoyé cette météorite qui en fait était en or, et quand elle est arrivée, par la violence, par la dispute de ces gens-là, elle est devenue noire. C'est des légendes. Oui, bien sûr. Beaucoup de légendes. Ça rappelle un peu le Hajar al-Aswad de la Mecque. D'accord. Mais à part que l'Aswad est venu du paradis. Voilà. Donc la météorite de Noumenes, de Tamantit, c'est une ferreuse. Elle est, on va dire, en majorité constituée de fer et de nickel. Elle est très particulière parce qu'à l'époque, alors qui va la découvrir ou du moins la décrire? C'est un Allemand. Il y a eu une mission allemande en 1864. Ils sont venus, ils ont vu que les habitants avaient
Ils sont venus en exploration, hein. Donc déjà à l'époque, il y avait du pillage, je ne vais pas dire pillage, il y a eu du patrimoine qui était déplacé. Vers l'Europe. Donc ils venaient pour voir les choses. Ils l'ont vu, ils ont vu qu'il y avait une sacralité accordée par les habitants. Ils l'ont décrite. Ils ont surtout décrit on va dire tout le rituel autour. Donc au moment de on va dire, de sa découverte, c'était la plus grosse météorite au monde. Et elle reste aujourd'hui encore la plus grosse météorite en Afrique, celle qui est tombée. Donc, il en tombe de 10 000 à 84 000 météorites dans le monde. Hein. En Algérie, en 89, selon une étude, hein, ils avaient dit qu'il n'y avait que 7 qui tombaient. En Algérie, c'est faux, il y en a par milliers. Ça va du 10 grammes. C'est ça. C'est des pierres qui tombent en permanence toute l'année. Elles tombent dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Il y en a beaucoup qui les convoitent. Hein. Elles sont très convoitées. Plus cher que l'or. Juste pour une estimation, je crois que c'est 600. On le trouve sur les sites comme en vente aux enchères. Et chaque pays on peut les observer aussi en principe. Oui, mais il y a des météorites qui viennent de la Lune, qui viennent de Mars, qui viennent. Il y a plusieurs. Il y en a qui viennent du Soleil aussi. Hein, quand il y a des explosions. Alors, les Français. Quand il la récupère, c'est en 1920. Donc, entre les Allemands et les Français, il s'écoule pratiquement un siècle. Et ils vont négocier pendant 2 ans. Eux, ils disent qu'ils l'ont acheté. Ou du moins, ils ont fait un échange de réparation. Les Français, donc les militaires, ont réparé les Foggara. Ce qui semble complètement fou, puisqu'ils n'ont pas la culture du Foggara. Exactement. Et de quelle manière ils pourraient réparer exactement. Oui. Ce sont des ingénieurs bien de chez nous, de manière ancestrale. Hein. Une culture vernaculaire, le Foggara. Tout à fait. Voilà. Donc ils l'ont récupéré et ensuite ils l'ont envoyé au musée de l'histoire naturelle de Paris, avec le musée. Il y a une partie de l'histoire de l'Algérie qui est énormément donc de patrimoine algérien. Voilà. Donc la pierre est là-bas. La météorite est là-bas, ils l'ont découpée. Pour l'analyser. Les gens, ceux qui sont en France, ont pu la voir. Elle a participé à des expositions dédiées aux météorites, notamment dans un parc qui s'appelle Vulcania. Je crois que c'est en Auvergne. Donc elle sort quand même du musée d'histoire naturelle. Elle est montrée au public. Donc ceux qui sont là-bas France, peuvent l'observer. Ils peuvent l'observer, exactement. Qu'est-ce que ça raconte? Nous, à notre échelle, ça raconte 4 milliards au plus de l'histoire du monde, de l'histoire de l'univers, hein, puisqu'elle traverse le temps, elle porte en elle des stries, et on appelle ça, alors je ne vais pas le dire le mot, en allemand, je vais le dire, le premier qui les a observés s'appelle Thomson, donc ça s'appelle les figurines de Thomson, exactement. Ce sont des stries, et les gens qui ont pu récupérer donc, des météorites du genre, on peut en faire des montres. Normalement, il y a une image qui est passée exactement tout à l'heure. Donc, ils en font des pendentifs. C'est très joli. Donc, ils appellent ça l'art de l'espace, qui nous vient de l'espace. Et toutes ces stries, toutes ces figurines, toutes ces lignes racontent le passage, le voyage en fait de cette météorite dans l'espace. On ne sait pas d'où ça vient parfois. On ne sait pas exactement en réalité. Hein, donc, on n'a pas encore. C'est très difficile. Les scientifiques continuent toujours leur recherche. D'étudier. Il y en a qui sont en or parfois, il y en a qui portent beaucoup de... les matériaux, ils viennent de l'espace. Hein. Et donc on les trouve... Ça fascine beaucoup de personnes en tout cas. C'est fascinant, bien sûr, parce que déjà quand elle vient du ciel, c'est une boule de feu. C'est clair. On les différencie avec les étoiles filantes. Il y en a, il y en a aussi toute l'année. Peut-être que les villes sont tellement éclairées qu'on ne voit plus vraiment les étoiles, mais quand on est à Tamanrasset, lumineuse, ou à Janet, ou il y en a beaucoup, ça tombe énormément là-bas. À Timimoun, j'ai envie de dire par centaines, qu'il y a un marché. Le marché, ce sont parfois certains acheteurs qui se font passer pour des touristes et qui arrivent à convaincre en fait les locaux. Oui, parce que certains locaux ne connaissent pas la valeur de la pierre, même s'ils savent qu'elle est différente des autres pierres. En général, elles sont recouvertes d'une couleur noire. C'est au moment du passage sur la terre. Et ça se vend. Donc, cette année, la gendarmerie
qu'on salue. Hein. Oui. Ah, la gendarmerie, les douanes, la police. Un travail de sensibilisation surtout. Juste cette année, hein, alors il y en a beaucoup. Hein, ils ont pu récupérer plus de 300 météorites de différentes tailles, de différentes importances. Ouais. Ça a été analysé, bon, c'est récupéré, c'est le plus important. D'ailleurs, hein, voilà. Vous les avez cités. Donc c'est une très bonne. Ils sont au taquet, c'est génial. Et l'important, c'est que ça relève du code du patrimoine. C'est des peines de prison, c'est sérieux. On ramasse pas. Et surtout pas pour le faire sortir du pays. Voilà. On trouve une pierre ou quelque chose du patrimoine, soit on appelle la gendarmerie si on est on n'est pas en urbain, ou on voit avec la direction. Il y a des directions de culture dans toutes les wilayas d'Algérie. C'est très bien. En tout cas, merci pour cette belle découverte et surtout sensibiliser autour de la météorite. Comme on en parle peu, bien sûr, et même au niveau donc, du patrimoine et de la rubrique de Samira, Écume et patrimoine, on parle aussi donc, de météorites. Mais ça reste du patrimoine. C'est aussi, ça raconte l'histoire, pas seulement de l'Algérie, l'histoire de l'univers. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Samira. Donc, on se revoit donc, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, vendredi, Inch'Allah. Et puis, on aura aussi à découvrir d'autres belles choses concernant notre patrimoine. Jawdet, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir donc, de partager avec toi donc, notre culture et surtout l'actualité donc vivace, surtout dans le domaine de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amel. On continue, on vient tout juste de commencer. On vous invite tout de suite à faire un gros plan sur un institut. Celui donc de l'Institut national en recherche forestière. C'est un reportage signé Marie Moussaïd. On se retrouve juste après. Situé dans la forêt de Baïnem, l'INRF, ou l'Institut national de recherche forestier, a été créé en 1981. Il a été placé sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement durable et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet institut abrite plusieurs unités de recherche. Abdellatif Karima, chercheur, nous l'explique. Le laboratoire est formé de 2 ingénieurs qui sont en train de travailler dans le but de régler certaines espèces qui présentent des stress. Beaucoup plus, le laboratoire travaille sur les stress hydriques et salins. Donc les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter ou qui présentent des problèmes sur le terrain, donc au niveau des différentes régions. Donc, ils présentent des problèmes, que ce soit morphologiques ou physiologiques. Donc, nous, ici, on essaie de régler ces problèmes par le biais de l'utilisation de la spectrophotométrie de masse. Donc, vous voyez bien que le laboratoire est équipé de différents appareillages. Et donc, on fait le compte rendu, bien sûr, de ces problèmes présentant ces végétaux. Et là, on essaye de trouver des solutions, les domestiquer au niveau de l'Institut et essayer de trouver des remèdes. L'INRF vient d'avoir 21 projets qui ont été financés par la direction de la recherche, la DGRSDT, dans le but de mener des recherches beaucoup plus sur les espèces qui sont en voie de disparition et en tenant compte aussi des changements climatiques. L'herbier est parmi les trésors que renferme l'Institut, une collection d'espèces endémiques et exotiques, vieilles d'une centaine d'années. On récolte, on fait le triage, et plus la pesée, plus les tests de germination. Pour la récolte, on a un calendrier des récoltes, ou les périodes des récoltes, pour aller faire les récoltes sur le terrain, ça veut dire dans la forêt. On a des résineux, on a des feuilles. Après, on les ramène ici, on fait le triage, après c'est la pesée, les tests, et après on conserve la graine dans le frigo. L'INRF a créé et équipé 13 stations régionales de recherche et d'expérimentation implantées dans les principaux écosystèmes forestiers, stépiques et sahariens. L'INRF, comme vous le voyez bien, dispose d'un laboratoire de culture in vitro et
Au niveau de ce laboratoire, nous exploitons l'outil biotechnologique pour mener des travaux de recherche sur les espèces forestières rares et menacées d'extinction, telles que le cyprès du Tassili, le sapin de Numidie, et aussi les espèces forestières reconnues intéressantes du point de vue économique et qui connaissent actuellement une régression et dégradation considérable, le cas du chien-liège. Et au niveau de ce laboratoire, donc, nous préparons des milieux de culture synthétiques constitués de macro, micro-éléments et régulateurs de croissance. C'est tout ce dont la plante a besoin pour sa croissance et sa multiplication. Donc, pour le bourgeonnement, nous utilisons les cytokinides qui vont permettre le développement des bourgeons. Et pour l'enracinement, nous utilisons les auxines pour l'émission de racines. Les informations et les données obtenues après plusieurs années d'observation et de recherche et d'études sont d'un intérêt scientifique et technique certain pour les spécialistes. Ils sont également utilisés par les riverains et les voyageurs amoureux de la nature. Voilà, nous allons beaucoup parler donc de recherche scientifique aujourd'hui dans notre émission, de santé. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout de suite avec nos invités, de prévention surtout. On a voulu donc les rassembler sur notre plateau, parler donc d'une campagne de prévention, donc de l'ACEPA, l'association donc des jeunes pharmaciens d'Alger, représentée par les deux jeunes filles. Maria Benhamer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Très ravie d'être parmi vous. C'est gentil, vous êtes en 3e année donc, de pharmacie. Et Morjane Wabri, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre plateau. Ça me fait merci plaisir à vous, vous êtes toujours très active, avec un V, puisque ce sont en général des filles qui viennent de la CEPA, bien qu'il y a des garçons aussi dans l'association. Voilà. Vous allez nous parler donc d'une campagne de sensibilisation autour donc, du diabète dans un tout petit moment. Mais on va parler d'une autre pathologie cette fois-ci avec l'AVC, l'accident cardiovasculaire. Avec nous, pour nous en parler, nous avons donc deux invités. Monsieur Aziz Achour, bonjour. Monsieur Zizi Achour, pardon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes auteur. Bienvenue parmi nous. Merci. Et Monsieur Areski Anaris, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de nous avoir donné l'occasion de présenter ce livre. Merci à vous. Alors, ce qui nous réunit justement ce matin, c'est cet ouvrage, ce livre dédié à un monsieur qui avait l'habitude d'être parmi nous sur nos plateaux, sur différents plateaux aussi de télévision, radio. C'était l'organisateur donc de Miss Kabylie, Monsieur Mourad Ait Ahmed. On le salue d'ailleurs, qui nous regarde normalement ce matin, n'est-ce pas? Voilà, on le salue. Alors lui, justement, était victime d'un accident cardiovasculaire. Exactement. Et tous ses amis ont décidé de lui rendre hommage. Et d'ailleurs, c'est à sa demande, hein, n'est-ce pas? C'est à sa demande, le livre. Oui, c'est lui qui a voulu que vous rassembliez, que vous parliez un petit peu donc, de son vécu, surtout, et surtout sa souffrance au quotidien, après la maladie. C'est à moi qu'il a demandé d'écrire ce livre. Alors, quand il m'a demandé d'écrire ce livre, je pensais que je vais écrire sur son parcours. Oui. Quand il m'a relaté son parcours, ce n'est pas tellement suffisant pour en faire un livre. Alors j'ai pensé faire participer mes amis. Je leur ai exposé l'histoire, et puis à chacun écrit à sa manière. Voilà. Alors vous avez appelé ça AVC, de l'activité, de la vivacité à la capacité. Et bien sûr, qui veut dire l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux enjeux dans cet ouvrage, dans cette rencontre. De l'activité, vivacité, capacité, à l'accident vasculaire cérébral. C'est ça. Il était très actif, il était un peu partout, hors des frontières. Et puis un jour, du janvier 2024, tout a cessé. Voilà. C'est aujourd'hui cet accident vasculaire, c'est vrai que c'est devenu courant, on entend beaucoup parler, mais il y a donc différents cas, c'est pris en charge, il faut très rapidement donc être pris en charge pour essayer donc de ralentir donc comment on appelle ça, les symptômes et surtout comment est-ce que la personne va vite récupérer, c'est ça le problème. En tout cas, intellectuellement parlant, il n'a pas peur de ses capacités. Il s'exprime bien, il raisonne bien. Il est toujours lui-même.
Par ce livre, finalement, on a ressuscité son parcours, parce qu'il était un peu dans l'anonymat. Et c'est une façon de mettre en idée d'enseigner, parce que lui, parfois, il sollicitait les gens pour des aides financières. Alors, elle pensait autrement. Maintenant, avec le CIRA surtout, c'est un monde qu'il a vu, c'est un homme honnête, finalement, il est dans le besoin. Et il a besoin justement, vous avez rassemblé beaucoup de personnes. Alors, il y a des médecins, il y a des auteurs, des poètes, beaucoup de personnes qui ont voulu raconter ce que c'est qu'un AVC, chacun, bien sûr, à sa manière. À sa manière, que ce soit à travers la poésie, à travers un parcours aussi. Comment est-ce que vous avez rassemblé toutes ces personnes? C'est virtuellement. Et pour vous dire, cette personne, je ne l'ai connue que virtuellement. Oui. Physiquement, je l'ai connue le 5 novembre, à l'occasion de l'exposition du livre, c'est là. Voilà, c'est incroyable. Mais c'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour une bonne cause. À travers Facebook, j'ai sollicité des gens et ils m'ont répondu et je les salue. Voilà. Comme alors, je salue l'éditeur cette année. Tout à fait. Monsieur Zizi, par exemple, lui, vous l'avez sollicité, il a répondu présent et il a voulu écrire. Racontez-nous un petit peu comment s'est faite cette rencontre. Zizi, c'est un ami non seulement virtuel, mais réel depuis longtemps. Oui. Quand mon ami Arzki Analis m'avait sollicité, je ne pouvais pas répondre par la négative, donc c'est un appel du cœur, c'est un appel à la solidarité. J'ai répondu immédiatement, spontanément. Quand on a vu la volonté de Mourad Aït Ahmed de sortir de la situation dans laquelle il vivait, on ne pouvait pas ne pas répondre à cet appel. Voilà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que chaque année, il y a 55 000 à 60 000 AVC par an en Algérie. Ça ne touche pas que les personnes âgées, ça touche aussi les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc notre solidarité, si vous voulez, se situe dans la suite logique des valeurs qui caractérisent un petit peu notre région Kabylie. On se solidarise pour construire une maison, pour la collecte d'olives, pour pas mal de travaux collectifs. Donc nous, c'est tout naturellement qu'on a contribué, chacun ayant apporté sa touche, chacun ayant raconté peut-être les AVC qu'il a eu autour de sa famille, autour de ses proches. C'est des témoignages aussi. C'est des témoignages, effectivement. Donc, et nous avons trouvé du répondant de notre ami qui est ambitieux, qui va aller au-delà de ce livre et nous allons essayer de le suivre et de l'aider également. Tout à fait. Alors, vous avez contribué, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup donc, de personnes ont voulu écrire. Dans un proche à lui. Oui, bien sûr. Et pour raconter un petit peu, chacun apporte une pierre à l'édifice pour essayer donc de mieux comprendre aussi cette pathologie et comment aussi s'en sortir. Effectivement, donc, qui n'a pas eu autour de lui des proches qui n'ont pas été touchés. Donc, vous savez que dans un AVC, il n'y a pas que le côté médical. La présence des proches auprès du patient l'aide à se rétablir rapidement. Et nous avons constaté une évolution très importante dans l'état de santé morale et physique de Mourad. Et il a beaucoup apprécié cette contribution. En fait, chacun de nous a apporté sa petite contribution. Et ça va l'aider à aller au-delà, ça va l'aider à s'en sortir. Et il a déjà des projets en tête. Mis à part le côté moral, il y a aussi le côté financier. Une part de ce livre, elle va chez Mourad. Bien sûr, oui. C'est justement pour l'aider. À chaque fois qu'on voit un livre, au moins 100 dinars vont chez lui. Exactement. Eh bien, c'est une bonne initiative justement pour rendre hommage aussi à toutes les personnes aussi qui ont contribué pour l'aider, pour aider Mourad Aït Ahmed. En tout cas, il y a des textes très poignants avec beaucoup de sensibilité aussi qui ont été écrits, racontés. On a aussi des parcours donc de médecins, des parcours donc d'auteurs, de poètes qui racontent à chacun sa façon de voir la vie aussi. Alors, j'ai bien aimé aussi le texte de notre ami Aït Mehdine qui raconte aussi le vécu de sa grand-mère. En tant que médecin. En tant que médecin, réanimatrice, qui raconte. Il y a aussi d'autres exemples aussi qui parlent de poésie carrément, comment apprivoiser la vie à travers le quotidien aussi, tout simplement. C'est beaucoup de témoignages comme ça racontés. C'est riche, vraiment c'est riche et enrichissant. On espère bien que cette initiative s'élargisse vers d'autres cas.
Il n'y a pas que la maladie, il y a des violences conjugales, il y a un tas d'événements qui nécessitent de la solidarité. Et vous rendez hommage à toutes ces personnes qui ont écrit, à la fin, vous les citez, les nommez, vous citez aussi leur parcours, et obligatoirement, bien entendu. Alors, on ne pourrait pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Heureusement, sans leur contribution, ce livre n'existerait pas. Donc, je ne peux que les remercier. Tout à fait. Je crois que c'est la première fois à mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une telle initiative a été prise pour que des gens se solidarisent en nombre important. Nous ne sommes pas moins de 43 personnes, aussi bien en Algérie que dans d'autres pays. Et des étrangers. Voilà, oui, des étrangers. Beaucoup, oui. C'est la première fois qu'une telle initiative, à ma connaissance, a été prise pour se solidariser avec un patient, mais c'est aussi grâce à sa volonté qu'il nous a donné la main pour qu'on puisse l'aider, et nous avons répondu par le positif. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Il y a des projets, grâce à notre ami Mourad, il y a des projets pour aller nous déplacer à travers une caravane à l'intérieur du pays, en commençant par sa commune d'origine, Yatafen, en Kabylie. Voilà, et vous l'avez aidé justement à déménager aussi, parce qu'il était au 8e étage, et bien entendu, grâce à cet élan de solidarité, il a pu donc avoir un logement au rez-de-chaussée pour pouvoir faciliter son déplacement. C'est pas grâce à ce livre. C'est pas grâce à ce livre, mais en tout cas, cet élan de solidarité que vous avez donc mis en place pour pouvoir l'aider. Même quand il était au 8e étage, l'ascenseur des fois marche, des fois non. Il y a quelqu'un qui lui a payé un vélo de rééducation, fait sa rééducation à domicile. Une dame qui a été aussi très généreuse. Donc, vous citez tout cela, tout ce parcours aidant, vous le citez à travers cet ouvrage. En tout cas, pour ceux qui voudraient donc l'acheter, ça pourra aider donc Monsieur Aït Ahmed, et ça donnera aussi l'exemple pour d'autres personnes qui voudraient faire la même chose. En tout cas, t'es comme ça. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. On le salue. J'espère qu'il suit notre émission. Et puis, la prochaine fois, il sera parmi nous, Inch'Allah. Voilà. On va rester dans le domaine donc, de la santé. On va aller du côté donc, de la CEPA, voir que c'est aussi une campagne qui donc, débutera le 13, c'est cela, et se terminera le 15. Alors, vous avez l'habitude de faire des journées, des semaines de sensibilisation. Cette fois-ci, c'est le diabète. Oui, exactement. Donc, généralement, on fait chaque mois, on a une campagne. Mais là, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, on a organisé donc, une campagne de sensibilisation qui est aussi un moyen pour faire un dépistage aussi, parce qu'on fait des dépistages gratuits dans nos journées. Donc, on vous invite à venir nos journées, donc le 13 et le 15. Et voilà. Vous faites ça en général dans des officines ou carrément en plein air à l'université, ou est-ce que ça sera cette fois-ci? On le fait vraiment dans de différents endroits, des officines, des universités, des lieux publics. Cette fois, Inch'Allah, on sera présent le jeudi 13 novembre au niveau d'Elbière, le samedi 15 novembre au niveau de Ruisseau. On aura un dépistage de glycémie, d'hypertension artérielle. On fera un petit bilan pour pouvoir diagnostiquer s'il y a quelque chose d'anormal, pour diriger ces personnes vers des professionnels de santé pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. C'est vrai que c'est une maladie silencieuse aussi quelquefois, et c'est très dangereux de ne pas savoir qu'on a un diabète. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas s'ils ne font pas de dépistage. Vous les encouragez surtout à en faire, et surtout vous leur expliquez la dangerosité aussi de ne pas savoir. Exactement. On les appelle des maladies silencieuses parce que généralement sans symptômes, ils peuvent exister pendant vraiment très longtemps sans le savoir, jusqu'à avoir des complications cardiovasculaires comme on vient de le citer, l'AVC, l'IDM, plusieurs maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que je conseille vraiment les personnes à dépister. Ça ne prend pas du temps. Dépister une fois par an peut les aider pour prévenir ces maladies et pouvoir les gérer. Tout à fait. Vous travaillez bien sûr avec les laboratoires qui vous accompagnent pour aussi délivrer des stylos aussi, j'imagine, des appareillages. Oui, exactement. Pour pouvoir aussi calculer sa glycémie au quotidien. Oui, parce que ce sont des personnes qui sont toujours sujettes à la baisse ou un taux de sucre élevé dans le sang. Et là, ça peut être dangereux pour la santé. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au juste tout au long de la journée? Il y aura bien sûr des médecins avec vous. Ça serait des étudiants en pharmacie. Pas que aussi? Oui. Non?
Et ça, on va s'installer au niveau des bières et des ruisseaux. On va faire déjà des sensibilisations à travers des flyers qui vont contenir toutes les informations sur ces maladies, les symptômes, comment pouvoir se prévenir, etc. Et on va faire un petit bilan en mesurant la taille, le poids, la glycémie, l'hypertension, la tension aussi. Pour un genre de recensement aussi. Oui, exactement. Pour savoir s'il y a quelque chose. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va leur demander de se diriger vers un médecin, vers un professionnel pour bien se diagnostiquer. Très bien. Et donc notre but à nous, c'est plus d'informer et d'éduquer les gens sur ces maladies qui sont malheureusement très fréquentes dans notre société algérienne. Et donc, en les aidant à comprendre les maladies, à leur faire un petit dépistage, et s'il y a un souci, on les dirige vers un professionnel de santé. Voilà, c'est important. Il y a des signes extérieurs justement donc d'une personne diabétique. Souvent on dit c'est une personne, tiens, elle va souvent uriner, donc c'est une personne qui est peut-être à un taux de sucre élevé, qui boit beaucoup. Il y a des signes comme ça externes? Oui, ça dépend. Des fois on peut avoir le diabète mais sans aucun symptôme pendant des années, du coup c'est pour ça que c'est important de dépister. Oui. Mais les symptômes fréquents, c'est exactement soif, envie d'uriner fréquente, fatigue, prise de poids, voilà. Voilà. Et bien entendu, il y a aussi des diabètes précoces qui touchent les enfants. Et là, encore une fois, il faut vraiment prendre les choses avec précaution. Ça, c'est le diabète de type 1, malheureusement. C'est une maladie qui vient chez le sujet jeune, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'on invite aussi les parents à veiller sur leurs enfants, à surveiller leur alimentation. C'est ça. Et on dit que le sucre attire le sucre. Quand on est diabétique, on est toujours attiré par les choses sucrées. Ça aussi, c'est une règle en général. Ça, c'est plutôt psychique, parce que quand on dit qu'on a une interdiction de manger sucré, on en a plus envie d'en manger, c'est pour ça. Mais en général, c'est vrai. C'est vrai, ouais. En général, c'est vrai. Sinon, il y a aussi les personnes vulnérables, ce sont les personnes âgées qu'il faut absolument protéger parce que cette maladie peut être plus grave, plus dangereuse aussi. Le diabète touche tout type de personnes. On a le diabète de type 1 qui est plus souvent chez les jeunes. Le diabète chez les personnes âgées, il y a des complications. Oui, il y a le diabète de type 2 qui peut toucher les personnes âgées et peut provoquer d'autres maladies, peut toucher le foie, les reins, des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que je les conseille vraiment d'adopter un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, pratiquer une activité sportive minimum 30 minutes par jour, diminuer l'utilisation des 3 blancs, le sucre, le sel, la farine, ainsi que éviter le tabac et l'alcool. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment dangereux, en tout cas pour certaines personnes, quand on sait qu'il y a des plaies qui ne guérissent pas. Là, encore une fois, le diabétique a des soins particuliers à prodiguer aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle la gangrène. C'est quand on a une plaie, il y a une difficulté qu'elle guérisse ou bien elle ne guérisse pas. Alors, on me dit qu'il faut éliminer les 3 P, pommes de terre, je ne sais plus. Pain. Oui, et quoi d'autre? C'est ça, en fait, il faut bien sûr faire un régime particulier quand on est diabétique. Il faut aussi avoir une hygiène alimentaire. Parfois, c'est pas seul qu'on est même si on n'est pas diabétique, on peut adopter un mode de vie sain pour ne pas devenir diabétique. Ou bien. Alors, pâtes, pommes de terre et pain, on me le dit. C'est ça, c'est ça, les pâtes. Ouais. Alors, c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. Nous, on dit les 3 blancs, mais non, c'est les 3 P. Voilà, on connaît les 3 blancs, sucre, farine et sel, à éliminer absolument pour les hypertendus, mais pour les... Pas la graisse. Oui, bien sûr, les graisses aussi. Trop gras, trop sucré, trop salé. Trop sucré, trop salé. Bien sûr, la prise de poids aussi est très mauvaise pour les diabétiques. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette campagne de sensibilisation. Donc, ça sera le 13 et jusqu'au 15, c'est cela. On vous invite nombreux à venir. On sera le 13 une autre fois à Albière et le 15 à Ruisseau. Il y aura un dépistage gratuit et une sensibilisation pour vous conseiller comment adopter un mode de vie sain. Parfait. Ça sera une campagne en présentiel mais également en ligne. Donc on vous invite comme chaque fois. Oui, à avoir nos réseaux sociaux. Donc on fera des publications
Très bien. Dans le sujet. Eh bien, merci beaucoup d'être venu pour, bien sûr, insister sur la sensibilisation et bien sûr, la santé, c'est obligatoire, il faut faire très attention, ne pas négliger n'importe quel signe, il faut vraiment écouter son corps et aussi aller chez le médecin pour pouvoir être diagnostiqué. Merci à vous, bonne chance pour cette campagne et à bientôt. Merci. Voilà. Merci encore une fois à vous, messieurs. On vous souhaite bonne chance pour cet élan de solidarité et cette sensibilisation aussi à l'AVC. Merci, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de médiatiser ce livre. C'est très gentil en tout cas. On continue, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samia Bouharou qui nous fait donc découvrir la lutte biologique avec bien sûr cet élevage de coccinelles du côté de Tizi Ouzou. On se retrouve juste après. La coccinelle, cette belle petite créature, apporte beaucoup à notre écosystème. Elle est considérée comme prédateur de luxe contre les ravageurs. Ici, à la station régionale de la protection des végétaux de la commune de Dreb Ben Khedda, on procède à son élevage pour assurer une lutte biologique. C'est la lutte biologique. C'est une alternative, c'est une bonne alternative qui permet de réduire... c'est-à-dire l'utilisation des pesticides qui nuisent aux consommateurs et à l'environnement. Il faut savoir qu'il existe environ 600 espèces de coccinelles. La plus efficace, la coccinelle à 7 points. La multiplication de ce prédateur, donc, il est effectué donc, à l'intérieur de ces cages qui sont en plexiglas sur un support végétal qui sont des plants de fèves infestés de pucerons. La coccinelle, elle peut se nourrir jusqu'à 150 à 200 individus de pucerons par jour. Et tous les stades de développement de ce prédateur se nourrissent des pucerons. L'élevage de la coccinelle passe par plusieurs étapes et des conditions contrôlées pour arriver à environ 400 individus par mois. La température elle est à 24 degrés, l'humidité entre 60 à 70 degrés. Donc les adultes, dans la cage s'accouplent. Après l'accouplement, la femelle elle va pondre les œufs, elle se met sur les parois de la cage ou bien sur le végétal directement pour pondre les œufs. On s'est dirigé vers la ferme pilote de Dreb Ben Khedda où les membres de l'école Auchan ont organisé une rencontre avec les agriculteurs autour des bienfaits de la coccinelle et de la lutte biologique. La coccinelle, dans le temps, elle existait, mais avec l'utilisation des produits phytosanitaires, elle a attiré son élimination. اليوم جينا مع المدرسة جينا وجا باش يوريونا باش نقضيو على البيسرون هذا جطاونا الحشرة هذه النافعة يقولوا لها دعشوقها باش تقضي باش نقضيو على البيسرون هذا كيف نسميوه احنا بالدرجات كيف الفلاحين يقولوا له البوستاف. Le moment attendu arrive, le lâcher de centaines de coccinelles dans ce champ d'agrumes pour laisser la nature faire. On sait tous que cette coccinelle elle a disparu dans la nature, donc elle est devenue une denrée rare, si vous voulez. Donc notre objectif, c'est de la réintégrer de nouveau dans la nature, dans son milieu naturel. Il est nécessaire aujourd'hui d'adopter ces moyens biologiques pour préserver notre environnement et notre santé en minimisant l'utilisation des pesticides. Retour sur le plateau, nous allons donc parler de protection des végétaux, protection de nos plantes et surtout de nos cultures. Et pour ce faire, nous avons avec nous ceux qui ont été organisateurs d'un bel événement, en tout cas, 14e édition du Congrès arabe de la protection des végétaux. Et pour ce faire, nous avons une personne avec nous dynamique, très dynamique, qui va nous en parler. Alors on commence exclusivement par les hommes aujourd'hui, un pardon aux femmes. Alors Abdelrahman Chibli, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes donc directeur du laboratoire de recherche de protection des végétaux. Vous avez l'habitude d'être très dynamique. Pourquoi j'ai commencé par vous? Parce que vous avez l'habitude d'être très dynamique quand il s'agit donc de parler de notre agriculture et surtout de la protection de nos végétaux. Marhaba bik. Avec nous, celle qui est là et qui va parler, donc qui représente les zoologistes, n'est-ce pas, de l'INA. Il s'agit de Samira Morsli. Marhaba bik. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes donc chef d'équipe
de recherche au sein du laboratoire de protection des végétaux. Alors quand on dit protection des végétaux, ce sont donc protéger nos plantes, notre agriculture face aux ravageurs, maladies, changements climatiques, tout cela. Oui. Alors, vous avez organisé du 3 au 7 un congrès arabe. C'est la 14e édition de ce congrès arabe, pour la première fois en Algérie. Oui, oui. Voilà. Et ça réunit beaucoup d'intervenants, de spécialistes et même étrangers, oui. Pas qu'arabes. Donc, je vous remercie encore une autre fois pour l'invitation. Donc, du 3 au 7 novembre, on a eu la 14e édition du Congrès arabe de la protection des végétaux, organisé en collaboration avec la Direction de protection des végétaux et contrôle technique au niveau du ministère de l'Agriculture, bien sûr, et l'École nationale supérieure d'agronomie de l'Harash, en collaboration avec la Société arabe de la protection des végétaux. Donc, comme vous l'avez déjà dit, c'est la première édition en Algérie, après 14 éditions qui ont été faites dans différents pays arabes. Et bien sûr, il a fallu qu'on vienne, nous, pour essayer de décrocher ce congrès et le faire venir en Algérie. Tout à fait, là, ce congrès, nous avons réuni plus de 400 chercheurs. Oui. Qui ont présenté d'un peu partout des pays arabes. Et bien des sûr, communications sur l'avancée scientifique de la les nouveautés, tout ce qui est nouveauté sur la protection des végétaux, tout ce qui est lutte, tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies dans ce domaine. Bien sûr, comme je l'ai dit, on a eu plus de 400 chercheurs qui ont présenté leurs avancées et on a eu le premier jour plus de 600 participants, entre participants avec des communications, des exposants, ceux qui veulent assister et avoir l'information concernant ce domaine. Bien sûr, je pense que ça a été une réussite totale du côté de l'organisation pour l'Algérie, bien sûr. Oui, bien sûr. On avait vous savez, quand on a commencé à préparer à cet événement, on a prospecté plusieurs lieux potentiels d'abriter cet événement. Vous avez choisi un lieu stratégique. Oui, la grande mosquée d'Alger. Immensément visité et beau surtout. Oui, la très grande beau. Mosquée d'ailleurs, nos frères arabes, ils ont été vraiment agréablement surpris de l'enceinte et du lieu. C'est un lieu saint, c'est un lieu qui a un symbole. La Vigerie, anciennement appelée la Vigerie, maintenant la grande mosquée d'Alger. C'était des champs de vignes d'ailleurs. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ça rappelle l'agriculture encore une fois. Oui. Alors, si on devait parler justement, ça c'est pour le côté organisationnel, il y a ce côté aussi dont on va aussi parler, c'est l'avancée de la recherche dans le domaine de l'agriculture et de la protection de nos végétaux. Alors vous êtes la chef donc la chef de la direction de l'équipement, donc l'équipe plutôt du laboratoire de recherche, protection des végétaux. Il y a eu beaucoup d'avancées en matière donc de recherche, communication au niveau des laboratoires. Bah oui, si je permets d'être affirmatif, parce que je rejoins un petit peu mon collègue quand il a dit que maintenant il y a les nouvelles techniques. Récemment, le AI a fait ce qu'on appelle son introduction dans tous les domaines, ne serait-ce dans le domaine agronomique, pourquoi pas. Même l'a lancé avec des drones, etc. Ça a ouvert des axes de recherche innovantes. Ne serait-ce même dans la matière, que ce soit dans notre domaine en zoologie ou bien dans les autres domaines qui appartiennent toujours à l'agronomie. Ça, c'est des alternatives de méthodes de lutte qui ont été, je dirais, adaptées. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de résultats positifs. Et ça ouvre quelque sorte des résultats, je dirais, et des perspectives qui seront innovants dans le domaine de recherche dans le futur. Tout à fait. Alors, les étudiants qui étaient à l'ordre donc de la modélisation pour analyser bien sûr leurs données de recherche et tout, aujourd'hui on en est autrement. À travers l'IA, on arrive à peut-être à aller plus vite. Exactement, et plus efficace peut-être. Parce que dans notre domaine, maintenant, la science rejoint un petit peu tout ce qui est moderne. Alors l'agronomie, les axes de recherche étaient ciblés
Par exemple, moi je suis chef d'équipe en phytopharmacie, donc on s'intéresse plus à étudier la relation entre les plantes et les insectes avec les molécules attractives, etc. Mais maintenant, avec cette nouvelle brèche de recherche, peut-être qu'on pourra détecter facilement et étudier les dommages installés par les insectes. Et ça en relation avec le climat, comme vous les avez déjà cité précédemment. Oui. Donc il y a toute une relation, on ne peut pas laisser un facteur par rapport à un autre. C'est une liaison. Il faudrait bien l'étudier pour qu'on puisse arriver à avoir des résultats, je dirais, satisfaisants. Bien sûr, et surtout avoir donc une agriculture prospère, en bonne santé, pour rester bien sûr dans la sécurité alimentaire. C'est donc le premier but donc, des chercheurs et bien sûr de ce congrès. Bien sûr, le premier, c'est ça, c'était le but principal. Oui, principal, et de montrer les avancées que l'Algérie a faites et bien sûr montrer l'expérience algérienne en matière de lutte contre les fléaux agricoles comme les ravageurs ou les maladies. Donc, les chercheurs algériens ont montré les résultats récents qu'on avait obtenu au sein de tous les laboratoires qui peuvent exister dans les universités algériennes, premièrement. Et deuxièmement, on voulait, à travers ce congrès, montrer que quand l'administration algérienne se mobilise, travaille en étroite collaboration avec la recherche, on peut faire ressortir ce type d'événement. Sans oublier que lors de cet événement, il y avait, si vous voulez, une collaboration très étroite avec la DPVST, qui est l'autorité phytosanitaire en Algérie. Donc, à travers ces organes et ces structures installées un peu partout dans le pays, donc la recherche liée à ces organes, et on pourra facilement avoir cette barrière qui va pas permettre à certains ravageurs, certaines maladies de pénétrer en Algérie, premièrement. Et comme vous l'avez dit, c'est de sécuriser notre assiette alimentaire en Algérie. Tout à fait, on l'a toujours dit, il y a toujours cette cellule de veille aussi de nos chercheurs, nos agriculteurs aussi, qui signalent surtout avec des instituts de prévention, que ce soit l'INPV, que ce soit donc des instituts de recherche, qui signalent quelques anomalies qui pourraient aussi aggraver ou carrément mettre en danger notre agriculture. Que ce soit donc la veille phytosanitaire avec bien entendu ces espèces de ravageurs aussi, les criquets pèlerins aussi, ça fait partie. Hein. Ça fait partie. En tout cas, parler donc de tous ces ravageurs qui peuvent aussi détruire des parcelles entières carrément. Écoutez, si on calcule en dollars, on a presque 220 millions de dollars de pertes causées par les ravageurs chaque année, dues à certains ravageurs, certaines maladies. Et comme vous l'avez cité, le criquet pèlerin peut parcourir jusqu'à 2000 km par nuit et peut manger des quantités de matière végétale énormes en une seule journée. Ce qui fait des dégâts très considérables sur les rendements. Et on a aussi certains ravageurs qui peuvent s'attaquer à la qualité du rendement en lui-même. Donc, on a des fruits qui sont desséchés. Donc, si on prend, je cite par exemple le beauforois qui fait beaucoup de dégâts sur les dattes. Donc, il y a des durcissements des dattes, la qualité des dattes qui deviennent immangeable. Le bayaude aussi. Bayaude, oui, bayaude. Mais bon, le bayaude actuellement, il est contrôlé, il est vraiment limité dans une seule zone et avec les efforts, comme je l'ai dit, de l'autorité phytosanitaire, en l'occurrence la DPVCT. Donc il y a beaucoup d'avancées et l'expérience algérienne en matière de lutte contre ces ravageurs, elle est généralisée dans des pays voisins. Et on a actuellement l'Algérie parmi les premiers pays dans le Maghreb et les pays du Sahel qui utilisent les drones pour la prospection et la surveillance. Bien sûr, la surveillance, la prédiction de l'arrivée des ravageurs, la lutte. Donc, même au niveau de l'école, de notre école, il y a des étudiants qui ont
on a 2 étudiants qui ont fabriqué des drones munis de bus phytosanitaires pour les traitements phytosanitaires. Voilà, j'allais parler justement des produits phytosanitaires. Oui. Ils sont pas toujours bien appréciés chez certains. C'est un véritable problème de santé publique. Si on devait en parler en général, c'est vrai que les doses sont à respecter et c'est pas toujours bien respecté par les agriculteurs. Il faut vulgariser un maximum au niveau de chaque parcelle pour essayer de stopper cet amendement massif. Et parmi les recommandations de ce congrès, c'est de se diriger beaucoup plus vers la lutte biologique. Et avant de commencer le studio, j'ai vu le reportage la coccinelle. Oui, c'est une très bonne alternative par rapport à certains fléaux agricoles comme les pucerons, parce que la coccinelle, comme on la connaît, c'est une aphidiphage de Renault. Donc, on pourrait éventuellement se diriger vers la lutte biologique. Nous, on le fait à l'échelle expérimentale. On a commencé à le faire. Pas suffisamment à l'échelle. Bien sûr, parce que ça coûte beaucoup et ça demande beaucoup de précision. Donc, c'est pour ça, je dirais que petit à petit, on pourra facilement essayer, pas d'éliminer, parce qu'on ne peut pas éliminer la lutte chimique, mais de diminuer ou dans un cadre bien réglementé et bien étudié de la lutte intégrée, donc l'utilisation de plusieurs... Il y a beaucoup de méthodes, en tout cas, méthodes agricoles, avec la mécanisation aussi qui doit suivre, et aussi avec peut-être aussi utiliser de nouveaux matériaux, par exemple des films plastiques qui pourraient aussi être, qui ne laisseraient pas passer certains insectes, par exemple. Oui, ça peut être utilisé. Oui, ça se fait, surtout pour les papillons, les lépidoptères. Donc, c'est à l'entrée des serres, on peut les installer. Et tout ce que vous venez de citer là, ça rentre dans la lutte intégrée, en fait. C'est une association de... Les phéromones aussi. Oui, ça fait... C'est l'association de parler à une zoologiste. Oui, exactement. Donc, c'est l'association de l'ensemble d'une ou de plusieurs méthodes, que ce soit physique, ou que ce soit de la lutte biologique, ou que ce soit des rotations, c'est des techniques, mais toujours utile qu'il faudrait faire la surveillance et faire l'échantillonnage, ça c'est primordial, parce que quand on installe une culture, il ne faut pas la laisser comme ça. On revient un petit peu à l'utilisation des produits chimiques, c'est vrai, c'est la dernière, normalement c'est la dernière alternative, mais même si on doit l'utiliser, si on doit se référer à ça, on doit faire ce qu'on appelle la lutte chimique raisonnée, d'une manière à respecter la dose, le moment de le faire, comment le faire, etc. Parce qu'en dernier, c'est le rendement, et le rendement c'est quoi? C'est la consommation, et la consommation c'est quoi? C'est la santé, tout à fait. C'est la durabilité. Tout à fait, on nous a toujours appris à dire que finalement le produit fini que vous mettez en circulation sur le marché doit être complètement sain. Donc pas de traces de fumigène, c'est-à-dire bien sûr ce que va causer les pucerons. Pas de produits sanitaires en dépôt, les couleurs bleues, etc. ne doivent pas apparaître sur les fruits et légumes qu'on vend. Et quelquefois, on en voit. Mais il y a certains agriculteurs qui doivent changer leur habitude dans les traitements, parce que toujours on a donné comme conseil, les traitements doivent faits par des spécialistes. On ne peut pas donner des matières, des molécules chimiques à les laisser se balader comme ça dans la nature et avec une utilisation non rationnée. Donc, je pense que dans ce côté-là, je pense qu'on a commencé déjà à avoir des progrès très intéressants par rapport aux résidus de pesticides, par rapport à l'utilisation rationnée des produits chimiques, la lutte biologique, ça commence à s'installer. C'est un effort de tous, la lutte biologique. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de modification génétique? Est-ce que c'est une condition pour justement cet échange avec le commerce international? Est-ce que notre agriculture je pense que doit aussi suivre? Les OGM, non. Personnellement, moi, je n'aime pas trop parler des OGM, mais je parle beaucoup plus d'amélioration génétique que de modification génétique. Parce que, vous savez, quand on crée de nouvelles variétés, quand on essaie de améliorer les caractéristiques de certaines cultures, de certains organismes,
peut-être on parle beaucoup plus de lutte génétique à l'avenir. Donc, essayer de comprendre comment ce ravageur ou comment ce champignon se développe pour essayer de lutter contre lui. Oui, mais on n'a pas suffisamment de recul. Hein. Oui. On ne peut pas parler encore de résultats probants en matière de modification génétique et surtout les OGM qu'on voit un petit peu partout à travers le monde et qui sont aujourd'hui l'avenir peut-être de l'agriculture dans certains pays. Dans certains pays, mais moi je déconseille en Algérie. Tout à fait. L'agriculture intensive, on l'a vu aussi à l'extérieur, on a pu voir que c'était aussi dangereux pour certaines... pour la biodiversité. La biodiversité. Oui, oui. C'est l'intensif. Bon, on ne peut pas s'en passer parce que si on parle rendement, l'intensif, ça nous donne beaucoup de rendement. Mais sur la durabilité et sur la biodiversité, je pense que ça nuit un peu. D'accord. Si on devait parler un petit peu, en tout cas, de ce congrès, on revient à ce congrès, et parler des communications intéressantes qui ont eu aussi à développer, par exemple, des jeunes étudiants qui ont développé de belles recherches. Certes, oui, il y avait des communications des doctorants, donc ils ont eu l'occasion de présenter les premiers résultats qu'ils ont obtenus durant leur cursus. Donc c'était des communications encourageantes. D'ailleurs, à la fin du congrès, il y avait des sélections pour les meilleures communications et posters. Et là, je crois que le 14e congrès arabe a fourni une occasion belle à ces doctorants de présenter leurs résultats et aussi d'affronter un petit peu, je dirais, un public scientifique qui était diversifié. Averti. Voilà, et averti, exactement. Donc c'était une belle occasion. Il y avait des interactions, il y avait des échanges extraordinaires. Et du fait toujours valorisant pour un étudiant de voir sa publication dans une revue scientifique aussi. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'on a eu l'occasion d'inviter nos étudiants à assister. Donc c'était une belle expérience. Aussi, tout cet ensemble magnifique, si je permets de dire cela, n'a été valorisé ou bien réalisable sans l'effort du comité de l'organisation, bien sûr, sans l'effort de certaines personnes qui étaient présentes à nos côtés, en facilitant la tâche à nous pour qu'on puisse avoir des résultats encourageants. Il y avait vraiment ce qu'on appelle une collaboration bénéfique qui a fait ressortir quelque chose d'extraordinaire. Et le plus beau dans tout cela, que l'événement était dans notre pays, dans notre belle Algérie. Donc ça, c'était vraiment un point qui nous a touchés profondément. Et aujourd'hui, l'effort de tous. Oui, exactement. C'était un effort je crois, d'une année et demie, de travail. De 2 ans plutôt. De 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on était en train de préparer cet événement-là. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est bien content à dire que l'événement a été réussi. Oui, et sinon, l'apport aussi des différents experts qui sont venus du monde arabe, quelle a été la communication la plus importante aussi à retenir parmi cet échange? Donc, ce qui était très important à retenir, c'est que, de mon point de vue, c'est que de montrer aux frères arabes, c'est l'Algérie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Parce que il y a certains intox qui disent que bon, il y a encore un retard en Algérie, mais ce qu'ils ont vu, d'ailleurs, que les 3 lauréats qui ont eu les meilleures communications, c'est des étudiants algériens. Ne sont même pas des chercheurs, c'est des étudiants qui ont été sélectionnés et choisis, et ils ont eu les prix des meilleures communications et meilleurs posters. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer aussi quand on collabore. Il y a 2 secteurs très essentiels en Algérie qui ont collaboré pour nous faire sortir. C'est l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et du Développement durable et la pêche, et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc cette belle collaboration nous a permis de voir la réussite de cet événement, et c'est promettant pour l'avenir, parce que toujours l'administration a travaillé de son côté, la recherche de son côté. Donc cette collaboration a permis de montrer aux gens que
on peut faire beaucoup de choses quand il y a une ligne directrice qui peut nous amener ensemble à travailler et faire ressortir ça. Et puis on a vu tout dernièrement, d'ailleurs, on a reçu un jeune chercheur qui a été aussi lauréat d'un prix arabe aussi, donc de la recherche. C'est un ancien de l'école. De l'école. D'ailleurs, on était ravis de le recevoir la semaine dernière. Et ce sont des exemples comme ça qui se démarquent. Oui, bien sûr. Notre école a toujours formé les meilleurs pour l'agriculture. Tout à fait. Allez, restez avec nous. On va faire une petite pause donc, à travers les vues d'Alger. On se retrouve juste après dans un moment. D'accord. De retour sur le plateau, Yazid nous a rejoint. Bonjour Yazid. Bonjour, ça Comment va? ça va? Vraiment, c'est... C'est le monde scientifique. Parler d'agriculture. L'agriculture. Et bien sûr. Yazid, on va parler d'une actualité surtout autour de cette 14e édition donc, du Congrès arabe, bien sûr, de la protection des végétaux. C'est en tout cas une belle rencontre qui a réuni beaucoup d'intervenants de recherche dans le domaine de la recherche scientifique. On rappelle aussi qu'il y avait beaucoup d'organismes qui ont pris part à cette rencontre, la FAO notamment. La FAO à travers le bureau de l'Afrique du Nord. Il y avait l'OADA, l'Organisation arabe du développement quelque chose comme ça. Développement agricole. Développement agricole. Il y avait aussi beaucoup même d'organismes et d'opérateurs nationaux qui ont participé, que ce soit avec des communications ou avec leur exposition qui a été assurée au niveau de la Grande Mosquée. Monsieur Tariq Hartani aussi, bien sûr, à la tête de cette organisation, était là pour faire aussi un discours important en tant que directeur donc, de l'école. Il y avait les deux. Il y avait monsieur le professeur Tariq Hartani qui était le directeur qui a fait l'allocution. Il y avait aussi madame Touadi Sofia qui c'est la directrice de la direction de la protection des végétaux et contrôle technique. Et je dois rendre hommage à ces deux parce qu'ils nous ont accompagnés vraiment lors de cet événement. Beaucoup plus pour madame Touadi Sofia parce que c'est l'administration, donc son implication était énorme par rapport à l'organisation de cet événement, avec ses conseils, avec ses facilités. Beaucoup nous a ouvert les portes et a travaillé en étroite collaboration. Donc, je la remercie vivement, bien sûr. Toutes les personnes qui ont pris part. Si vous me permettez, il y a aussi une personne qui nous a beaucoup aidé. C'était un membre du comité d'organisation, malgré que ses occupations, en l'occurrence, M. Mahmoudi Samir, notre DRH de l'École nationale supérieure d'agronomie. Il avait beaucoup de travail, mais
Il a assuré sa tâche. C'était lui la chenille ouvrière. Chenille ouvrière. Bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est un travail d'équipe. En tout cas, bravo pour cette belle organisation. Et puis, on sera toujours présent pour ce qui est donc de la recherche scientifique et surtout de toutes les activités que vous menez au sein de l'école, avec bien sûr de belles initiatives de la part de M. Hartani. Merci, restez avec nous. Vous suivez l'actualité en ce moment? Bien sûr. Voilà, Yazid va nous parler d'une actualité aussi. Je voulais parler, en fait, de rendre hommage et de dire thanks and 1000 thanks de Samir Zitouni, qui est cet Algérien qui vivait à Londres et qui a réussi à sauver des vies humaines dans le train, puisqu'il travaillait. Oui, il y a eu une attaque. Et au péril de sa vie, il a sauvé des vies humaines. Et voilà les narratifs qu'on doit à chaque fois relever pour dire que l'Algérien, c'est un homme qui est là et qui peut sauver des vies humaines, et ça s'est déroulé. Donc, il y a aussi d'autres exemples en France, aux États-Unis, partout dans le monde, où des Algériens se sont manifestés quand il y a des problèmes comme ça d'insécurité, et avec ça, surtout, puisque prendre établissement à l'hôpital, et puis même il y a des associations qui ont même proposé de lui décerner une médaille d'honneur pour ce geste de bravoure. Courageux, parce que c'est un geste courageux au péril de sa vie. Il n'a pas réfléchi, il est allé carrément, franchement, pour essayer donc, de porter secours. Et d'ailleurs, grâce à lui, beaucoup ont pu s'échapper. Absolument. Et... Il a détourné la situation. Oui, c'était une attaque dans un train avec des armes blanches, et puis lui, il était là à faire face et à sauver des vies humaines. Et comme je l'ai dit, au péril de sa vie. Et le secrétaire d'État donc chargé de la communauté nationale à l'étranger a présenté a demandé à ce qu'ils ont carrément à travers le consulat d'Algérie donc en Angleterre, ils se sont acquis donc de son état de santé au Bichfé, comme on dit. Et puis il y a ces associations en Angleterre qui ont relevé donc cet esprit de bravoure, cet acte de courageux, un acte de courage, et ils ont demandé carrément qu'on lui décerne cette médaille d'honneur et de mérite, et c'est ça l'Algérien. En tout cas, on attendra qu'il aille mieux, qu'il se rétablisse, et bien sûr, on prendra de ses nouvelles régulièrement. Et en ce jour du novembre, on a aussi une pensée pour les Algériens de Babloued par rapport à ces inondations. Et c'est là aussi beaucoup de jeunes de Babloued ont exprimé d'une manière cet élan de solidarité. Ils ont sauvé beaucoup de vies aussi. On n'oublie pas ce jour du 10 novembre 2000 où des Algériens ont sauvé aussi des vies humaines. Allah yarhamhum wa yuwassa' alayhum, donc on ne peut pas les oublier. Exactement. Voilà. Et vous avez suivi le débat, bien sûr, sur l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, l'agriculture. Et pour ne pas utiliser les pesticides, il faut les coccinelles. Les coccinelles, et les coccinelles, c'est des agents contre ce puceron, et puis voilà. Oui. Ça existe justement. Il n'y a pas que les coccinelles, Yazid. On pourrait parler des mouches, des vers. Il y a beaucoup d'agents de lutte biologique qu'on peut utiliser. Il y a des bactéries. Des héminoptères. Il y a une diversité, comme la collègue a dit. On pourrait en parler. Sinon, justement, on pourrait parler, bien entendu, de la médiatisation, justement, donc de ce genre de congrès, de rencontres autour donc, de notre agriculture, pour pouvoir, encore une fois, sensibiliser un maximum donc, de personnes, n'est-ce pas? C'est important. Je voulais dire aussi qu'il y a une intelligence au cœur du règne végétal. Il y a
c'est des plantes intelligentes. Ils sont là, ils réagissent, ils sont vraiment... C'est extraordinaire. C'est fascinant de pouvoir en parler des heures et des heures. On pourrait en parler donc de ce monde, ce règne animal, ce règne végétal, bien sûr, avec lesquels on interagit, nous, les humains. On parle aussi donc de ces dérèglements aussi. C'est la fin de l'émission. Juste rappeler que à la place Kennedy d'Elbière, c'est là où il y a l'opération de dépistage du diabète. Voilà. Place Kennedy, voilà. C'est la place Kennedy.